Moi, je vous parle de Calliope. C'est une entreprise. L'objectif, c'est diminuer les rechutes en psychiatrie. Vous savez pas quel était votre background. Je pense qu'il y a plutôt des gens techniques, c'est ça? Mélange, ok. Et donc, je vais faire un peu une overview de ce que c'est la psychiatrie. Je pense qu'on est tous touchés de près ou de loin par quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. On est une équipe de 13 personnes. Je pense qu'on est beaucoup plus petit que vous. Il y a une partie business. Moi, je m'occupe de la partie technologie et sciences. Et il y a une partie opérationnelle et clinique. C'est vraiment les gens qui lancent les essais cliniques avec nos outils. On a un comité scientifique composé de gens qui font du machine learning et d'un comité scientifique de psychiatres. Donc nous, on n'est pas médecin de formation. Moi, j'ai plutôt j'ai une formation d'ingénieur et scientifique. Et les autres membres de l'équipe, c'est par exemple Sonia Kao, elle est linguiste, elle a une thèse en linguistique, et Martin plutôt en business. Donc le cerveau. Comment ça marche? Pourquoi je vous raconte ça? Euh, donc toutes les compétences que vous avez se situent quelque part dans le cerveau. Tout le traitement, par exemple visuel, va être amené dans le cerveau. Par exemple, la partie à l'arrière, là, c'est le lobe occipital. Les yeux ont un nerf qui amène jusqu'à cet endroit et vous traitez l'information visuelle à cet endroit. En fait, cette information, elle est transmise de deux manières différentes, électrique et chimique. Donc chaque neurone, il envoie de l'électricité et entre chaque neurone, il y a de la chimie qui se passe. Ok. Donc c'est un système qui est très sensible et qui est très fragile. Et ouais, c'est un système qui est très fragile et qui peut casser à plein d'endroits et à plusieurs niveaux. Et ça, c'est le problème de la psychiatrie et de la neurologie. Et si on regarde les problèmes de santé mentale et santé du cerveau, c'est le premier problème de santé publique. C'est le premier poste de dépense de la sécurité sociale devant n'importe quel autre aire thérapeutique. Si vous regardez l'oncologie, cardio, tout ce que vous voulez, la neuro et la psychiatrie, c'est de loin devant. Mais c'est un facteur x3. Surtout, par exemple, il y a le nombre de médecins, c'est médecins généralistes puis psychiatres, en fait, en nombre. Ça, on ne le sait pas trop, mais ce sont le plus de nombre de médecins qu'il y a en France. Si on regarde la prévalence de ces maladies, c'est assez grave. La schizophrénie, c'est 1% de la population. La bipolarité, c'est entre 2 et 3. On connaît tous, enfin, j'imagine que vous avez des proches qui sont touchés par une de ces maladies. De manière statistique, forcément, on connaît quelqu'un qui qui est touché dans sa vie par une de ces maladies. Soit personnellement, soit quelqu'un dans son entourage. Et les maladies neurologiques, notamment, ont une prévalence augmentée. Et dans les villes, la prévalence chez les jeunes des troubles anxieux-dépressifs augmente, notamment à cause du Covid. Voilà, maintenant j'ai cassé l'ambiance, on continue. Donc ça, ces maladies, elles sont très graves. Elles ont un impact très important sur la vie des gens. Donc oublier ses proches, oublier sa famille, oublier ne plus pouvoir fonctionner au travail, ça a un gros impact à l'échelle personnelle, mais aussi financier. C'est 4% du produit intérieur brut en Europe et dans tous les pays développés, dû par la prévalence et les rechutes. Donc une rechute, c'est quoi? C'est une hospitalisation très lourde. Par exemple, en psychiatrie, quelqu'un qui va décompenser ou qui va faire un gros épisode dépressif, un risque suicidaire, il faut absolument aider cette personne à un moment-là et vraiment, ce qu'on dit, c'est éteindre le feu, aider cette personne à retrouver un fonctionnement normal lors d'une de ces crises. Et ces crises, elles s'accentuent dans le temps. Donc plus on en fait, plus il y en aura. La proba d'en refaire continue. Donc le but, nous, à Calliope, c'est vraiment diminuer les rechutes. C'est ça qu'on veut faire. Parce que c'est le plus gros impact pour les personnes et aussi à l'échelle de la société. Et pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'en fait, il faut mesurer le suivi de ces maladies. Il faut mesurer l'évolution, les risques. Et donc, il faut faire de la prévention. Mais sauf que ces maladies, elles sont complexes. Donc, je vous ai montré le cerveau au début, mais c'est un organe très, très complexe qui, lorsqu'il casse dans plein de directions tout de suite. Donc, par exemple, si on regarde la maladie de Parkinson, vous connaissez sûrement. Ce qu'on connaît, c'est les troubles du mouvement. Okay, donc, des tremblements un peu réguliers qui ont lieu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes de dépression qui ne sont pas dus juste à avoir une maladie. Il y a aussi des problèmes cognitifs. Cognitifs, c'est genre notre capacité à prendre des décisions, notre attention, planification. Voilà. Et il y a aussi des problèmes de sommeil. Donc tout ça, c'est plein de problèmes qui arrivent. Et si on devait mesurer chacun de ces symptômes, ça prendrait énormément de temps. Les gens, ils devraient passer des heures et des heures à l'hôpital pour qu'on teste chacune de ces dimensions. C'est pas comme en cardio, vous allez faire un ECG, ah ok, il y a une arythmie, vas-y, on sort. Non, il faudrait mesurer dans chacune de ces dimensions, chacun de ces symptômes, avec des échelles validées. Et ça prend énormément de temps, c'est hyper rébarbatif, et c'est très coûteux aussi pour les patients, c'est très fatigant. Donc par exemple, si je veux mesurer votre cognition, est-ce que vous arrivez à me donner ce qu'il y a écrit et pas la couleur? Donc ça, c'est votre capacité à inhiber quelque chose d'automatique chez vous. Donc c'est comme ça qu'on veut mesurer la cognition chez les gens. Ça s'appelle le test du Stroop. Vraiment, les échelles motrices, on les mesure quand les gens marchent. Donc là, vraiment, vous allez dans un service de neurologie, on demande aux patients, vas-y, fais le couloir. Et les gens, ils ont un chrono, ils font ça. Voilà.
C'est archaïque, mais ça a lieu encore dans tous les services de neuro en France, et même dans le monde. Et le gros problème de la neurologie et de la psychiatrie, c'est l'introspection. Donc vous, si vous cassez une jambe, vous le savez, vous avez mal, etc. Donc vous arrivez à concevoir le problème auquel vous faites face. Okay. Le problème dans ces maladies, c'est qu'il y a cette introspection, c'est une compétence en soi, et les gens n'ont plus accès à l'introspection. Donc en gros, ne savent pas les symptômes auxquels ils font face. Et c'est le gros problème, notamment en schizophrénie, où par exemple, les gens n'ont pas conscience des symptômes et de ce qu'ils subissent. Et donc ça, c'est un problème pour accéder même à l'évaluation du symptôme. Les gens ne sont pas capables de rapporter correctement ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les mesures, c'est bien. Ça aide les gens. Donc là, ce que vous voyez, c'est des essais cliniques randomisés où il y a 2 groupes. Il y a 60 personnes qui ont suivi la tenue classique d'un service de psychiatrie ou de psychiatrie pour la dépression, là. Et 60 personnes où on a dit, vous mesurez, à chaque fois que vous voyez la personne, vous mesurez l'état dépressif de la personne. Et là, les psychiatres se sont mis à prendre de meilleures décisions. Okay. Ce qui se passe là, c'est le pourcentage de personnes qui n'ont pas répondu à un antidépresseur. Donc en gros, quand vous avez une dépression, souvent des dépressions chroniques, trouver le bon traitement, ça prend du temps. Donc les gens, ils essaient plein de dosages et changent de molécule. Et ce qui se passe, c'est que on a une chance sur 2 que la molécule fonctionne. Donc il faut trouver très vite la bonne molécule dans le temps. Et ce qui se passe, c'est que au bout de 25 semaines, il y a plus de 40% si on ne mesure pas, qui n'ont pas du tout de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune molécule qui a fait le moindre effet. De l'autre côté, là, ça c'est la rémission, donc c'est les gens qui n'ont plus du tout de symptômes. Si on fait la mesure classique, on a presque 75% qui n'ont aucune rémission. Donc c'est-à-dire les gens ne sont pas remis si on ne mesure pas les gens. Par contre, si on mesure, on descend à 20%. Donc là, l'effet il est drastique. Il faut mesurer l'évolution des symptômes. Et les mesures sont bonnes. Et donc du coup, actuellement, c'est limitant, ça prend trop de temps de mesurer l'évolution des symptômes. Et c'est que quelques fois par an, il y a de moins en moins de psychiatres, il y a des déserts médicaux, il faut des experts, c'est fatigant. Enfin, mesurer chaque chose pour chaque personne. Ouais. La dépression, c'est un diagnostic qui est fait par un psychiatre, il y a 9 critères, des idées noires, idées suicidaires, le plaisir à faire des choses. Tu n'éprouves plus de plaisir à faire des choses, ta motivation, ton sommeil. Il y a des critères diagnostiques très établis pour une dépression. D'un épisode dépressif, tu peux taper. Il te faut, il y a 9 critères et dont il faut au moins 2 des 2 critères qui sont tu as des idées noires ou bien tu n'éprouves plus de plaisir à faire quelque chose. Et du coup, il y a plein de façons d'être déprimé. En fait, ça s'exprime très différemment chez les gens. Donc, on peut calculer, comme il faut 4 symptômes parmi 9, on peut calculer, il y a plein de façons d'avoir des dépressions. Mais du coup, c'est les critères qui sont donnés par un psychiatre sur ces 9 aspects. Et mais c'est pour aller vite. En fait, la dépression s'exprime encore. Enfin, on pourrait mesurer d'autres aspects de la dépression. C'est vraiment les critères principaux pour dire qu'il y a un épisode. Voilà. Ça, c'est pour la dépression. Pour la schizophrénie, c'est autre chose. Pour la bipolarité, c'est autre chose. Pour Parkinson, c'est encore autre chose. Mais à chaque fois, il y a des symptômes qui reviennent dans dans toutes ces pathologies. Et donc, du coup, par exemple, si on veut mesurer les symptômes psychiatriques en neurologie, il n'y a pas de psychiatre dans un service de neurologie, donc les neurologues ils font ça à moitié, ils disent ouais, il est déprimé. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus fin, et inversement, en psychiatrie, il faudrait de temps en temps avoir plus d'évaluations cognitives qui se font plus souvent en neurologie. Alors que les 2 services sont séparés, ils ne se parlent pas. Voilà. Ça limite la vitesse à laquelle on trouve les bons traitements, les essais cliniques. Ça coûte super cher de faire un essai clinique en neurologie ou psychiatrie. C'est à peu près, par exemple, en France, en Europe, pour 600 patients, c'est 1 milliard d'euros pour une pharma, pour lancer un médicament, pour une phase 2. Ça limite la compréhension des maladies. Donc, en gros, les gens, quand ils arrivent en consulte, ils se comportent différemment. Ils sont hyper motivés pour pas être malades. Donc, mais c'est un vrai effet blouse blanche. Enfin, je pense que vous l'avez déjà remarqué en allant chez le médecin. Vous vous comportez différemment en allant chez le médecin. Il y a même plein d'études qui montrent, genre, si je porte une blouse blanche, si je mets un badge rouge, enfin, qui montrent qu'on se comporte différemment en fonction de la personne qui est face à nous. Et donc, lorsque ces experts évaluent, il y a même un biais de la mesure. Et on ne comprend pas, en fait, l'impact de ces maladies dans la vie de tous les jours. Voilà, donc là, il y a ce livre très marrant, si vous voulez, marrant, mais enfin, c'est triste aussi, c'est des histoires de patients. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Donc, c'est plein de cas cliniques en neurologie un peu particuliers. Donc là, c'est vraiment, par exemple, un homme qui pense que sa femme est un chapeau. Il y a plein d'histoires comme ça. Et lui, c'est un neurologue qui fait la promotion qu'il faut et mesurer les gens de manière naturelle sans qu'ils le sachent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est aider à monitorer les symptômes dans ces maladies pour éviter les rechutes. Voilà.
tout simplement. Pour que ça marche bien, il faut que ce soit pas cher pour pouvoir le déployer partout. Il faut que ce soit invisible. Il faut que ce soit safe, donc c'est-à-dire je veux pas mettre en péril les gens lorsque je fais la mesure. Donc en fait, il y a des gens qui proposent des mesures dangereuses. Genre, si je vous demande par exemple dans une des maladies neurologiques qui s'appelle la maladie de Huntington, ils proposaient d'aller faire des ponctions lombaires toutes les 2 semaines pour mesurer le liquide encéphalo-rachidien dans la colonne vertébrale. Donc vous pouvez imaginer la douleur pour les patients qui ont déjà une grave maladie. Pas que ce soit fatigant pour les patients. Vous vous souvenez du Stroop là tout à l'heure? Il y a des gens, ils demandent à faire le Stroop avec. Je sais pas, vous allez à la salle, des fois il y a un step où on monte et on descend pour faire du sport. Et ils demandent à des patients, pour bien mesurer les symptômes des gens, de faire le Stroop et le step en même temps. Ça s'appelle le step and Stroop. Et du coup, vous pouvez imaginer des patients qui ont des troubles moteurs de faire ça. Et vraiment, c'est proposé en ce moment dans des papiers de recherche pour mesurer l'évolution. Donc nous, on pense qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas qu'il y ait des biais, évidemment, sociodémographiques pour la mesure. On peut étudier ces maladies de plein de façons différentes, les gènes, les cellules du cerveau, la connectivité, le comportement, et aussi, par exemple, il y a des gens, alors mental disorder, c'est un peu ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens, par exemple, qui mesurent la météo et la pollution dans l'air et essaient d'avoir des risques de rechute. Par exemple, en ce moment, il y a des hypothèses comme quoi la pollution augmenterait le nombre de rechutes en psychiatrie, en schizophrénie, bipolarité, à cause quand il y a des grands pics de chaleur, il y a plus d'hospitalisation en psychiatrie. Nous, on se place au niveau du comportement. Vraiment. Surtout que, c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut arrêter les IRM et les ponctions lombaires, parce que ça coûte trop cher ou c'est trop dangereux pour les gens, alors qu'il y a beaucoup de recherche qui a investi dans ces mesures, dans ces pathologies. Donc nous, ce qu'on dit, et notre hypothèse, c'est que maintenant, il y a assez de dispositifs numériques, qu'on a à peu près tous sur nous, qui permettent de mesurer du comportement, et en plus, ces maladies, c'est des maladies du comportement. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui se comportent différemment, qui fonctionnent moins bien. Donc, c'est une discipline clinique. Donc, c'est vraiment un neurologue, un psychiatre qui observe quelqu'un et qui dit, lui, il a Alzheimer. Ou lui, il a ça, mais en le regardant. Pourquoi je dis ça? C'est par exemple en cardio, il faut par exemple qu'il y ait un pic de CG dans le CG pour dire que c'est cette pathologie. Donc, c'est une métrique qui est obtenue, alors que là, ça reste des observations cliniques. Donc, nous, on pense que le comportement est vraiment la clé pour mesurer l'évolution de ces pathologies. Et à partir de là, je vais vous dire ce qui se passe, ce qui s'est passé les 15 dernières années et vers quoi on tend maintenant. Donc les modèles classiques de machine learning et maintenant des modèles diffondation pour mesurer ces symptômes dans ces pathologies. Donc d'abord en machine learning, donc il y a plein de gens qui proposent des outils pour mesurer ces symptômes et je vais vous montrer des cas d'usage et des papiers de recherche qui parlent de ça à chaque fois. Et donc ce qu'il faut à chaque fois, c'est définir un objectif clinique. Donc par exemple, diagnostiquer Alzheimer, ou dire si la personne elle a des troubles cognitifs ou moteurs. Quel est l'algorithme de machine learning ou traitement du signal qui a été utilisé et quel était le hardware qui a été utilisé pour le faire. Okay. Par exemple, là il y a une étude qui dans Parkinson, donc la chose qui est connue dans Parkinson, c'est le trouble du mouvement et de la posture. Et donc les gens, ce qu'ils ont proposé, par exemple, ça c'est l'université de Toronto qui a proposé d'analyser la posture des gens avec une caméra dans le service, avec un trépied, et voir ce qui se passe pour la pose des gens. Donc ils essaient d'obtenir la pose comme ça, dans le suivi de la maladie. La maladie de Parkinson, ça se caractérise par des problèmes moteurs et non moteurs, par exemple un ralentissement du mouvement, des problèmes de voix, du tremblement, problèmes de digestion aussi, mais d'équilibre. Ils meurent souvent soit d'une chute ou d'un problème de déglutition, les gens qui ont ces maladies neurologiques. Donc ils proposaient d'utiliser ce trépied. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils utilisaient PostNet, c'est un algorithme c'était en 2016, je pense que cet algorithme est sorti, donc là il est complètement dépassé, mais tout ça pour vous montrer, ils ont utilisé un algorithme open source pour mesurer la pose des gens. Ils obtiennent les joints, ça s'appelle les joints en détection de pose. Donc là, ils obtiennent, vous voyez les patients là, et vous voyez qu'ils obtiennent la position des gens dans le temps, et après ils dérivent des métriques. Par exemple, est-ce que la personne, le mouvement, est-ce qu'il a une certaine fréquence de tel bras, du bras? Est-ce que le mouvement il est plus instable que les contrôles? Donc ils font des métriques à partir de ces joints. Après, ils ont un autre algorithme de machine learning par-dessus ça, sur ces métriques, pour mesurer le niveau de sévérité de la maladie et aussi si les médicaments sont pris ou si les médicaments fonctionnent toujours. Autre exemple, en fait, cette chaîne-là de hardware, traitement du signal machine learning jusqu'à
le endpoint clinique, il peut être changé. En fait, on peut proposer d'autres hardware ou d'autres algorithmes pour résoudre le même problème. Donc là, par exemple, au MIT, ils ont développé du hardware pour mesurer la pose des gens, mais grâce aux ondes Wi-Fi. Donc en gros, il y a certaines fréquences qui peuvent être mesurées c'est dans la bande de fréquences des ondes Wi-Fi qui rebondissent sur notre corps et les corps ont une fréquence de réponse qui est différente que par exemple les murs, etc. Et donc du coup, ils peuvent mesurer la pose des gens à travers les murs en permanence dans la maison des gens. Donc c'est ce petit device que vous voyez là. Et ils font la même chose que la première étude. Donc là, vous voyez par exemple, c'est le device comme ça avec plein de senseurs. Donc c'est pas du tout votre Freebox, hein. Mais c'est dans la même zone Wi-Fi. Mais ça pourrait être du coup, ça pourrait être très intéressant d'avoir des choses comme ça consommateurs qui sont chez les gens directement et qui mesurent en permanence. Qui mesurent la pose des gens en permanence. Ils ont plein d'études si ça vous intéresse. Ils ont monté une boîte qui s'appelle Emerald. Et ce qu'ils ont montré, c'est une première étude par exemple pour mesurer l'évolution des symptômes et notamment, en fait, dans Parkinson, il y a des problèmes de respiration nocturne. Et donc, par exemple, juste avec ça, ils ont montré qu'ils pouvaient mesurer les respirations pendant que les gens dormaient avec cette onde Wi-Fi. Ils ont aussi montré les déplacements dans la maison et si c'était corrélé avec l'évolution de la maladie, la progression, etc. Et vous voyez, ils ont fait 2 énormes articles, un dans Nature Medicine et un dans Science Translational Medicine, si ça vous intéresse. Les grands groupes tech s'intéressent aussi à ça. Donc on peut encore changer de hardware et répondre à la même question. Toujours des questions cliniques, par exemple, dans Parkinson. Donc, par exemple, l'Apple Watch. Apple est en train d'essayer d'avoir l'agrément FDA pour que ce soit un dispositif médical. Donc, dispositifs médicaux, c'est les outils qu'on peut utiliser en pratique clinique. Okay, par exemple, thermomètre. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de l'outil qui est déployé. En fait, justement, les dispositifs médicaux, ils ont des grades. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça. Il y a en Europe, en tout cas, le marquage CE, c'est dispositif médical de classe 1, 2A, 2B, 3. 1, en fait, tu renvoies des informations au médecin et il prend toutes les décisions. 2A, tu envoies des alertes. Okay. 2B, c'est tu envoies des alertes, mais ce que tu es en train de dire cliniquement, c'est un peu plus risqué. Et 3, c'est question de vie ou de mort pour ton dispositif médical. Donc, par exemple, les pacemakers qui, en temps réel, répondent à un élément du cœur et qui peuvent envoyer une alerte, c'est classe 3. Ou même, par exemple, quand tu es en chirurgie, où tu as, par exemple, des robots assistés qui vont faire des choses, c'est classe 3. Et donc, pour répondre à la question de l'endpoint clinics, tu rentres dans une de ces catégories et l'implication du médecin dépend de cette catégorie. Eux, ils sont en train d'avoir le marquage FDA aux États-Unis pour faire du monitoring de patients et pour, en fait, en fonction de chacun de ces endpoints, ils disent le marquage sera différent. Apple essaie d'avoir la même chose avec l'Apple Watch. Ça a plutôt bien marché dans leur étude. Et eux, ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à le faire heure par heure, ce qui n'était pas du tout accessible jusque-là. Donc, par exemple, ils essaient d'estimer la dyskinésie, le tremblement. Dyskinésie, c'est un mouvement anormal, mouvement anormaux. Tremblement, trémor. Et après aussi, s'il y a des risques de rechute où le médicament ne fait plus effet. Il y a pareil dans d'autres études. Par exemple, là, c'est des équipes d'Harvard qui font la détection de rechute dans la schizophrénie. Ils utilisent que le smartphone cette fois. Donc ça, c'est le hardware. Par contre, là, l'algorithme est différent. En fait, le smartphone prend tellement de données que ce qu'ils vont faire, c'est faire de la détection d'anomalies de tous les capteurs. Donc, par exemple, leur hypothèse, c'est qu'il y a des anomalies qui arrivent dans le temps. Donc, par exemple, si vous arrêtez de charger votre téléphone, c'est une anomalie. Si vous avez commencé à envoyer 1000 SMS dans la journée, c'est une anomalie. Si votre GPS n'est plus dans les mêmes traces, c'est une anomalie. Donc, ils comptent le nombre d'anomalies en fonction des capteurs et c'est ce compte d'anomalies qui est prédicteur de rechute. Ils trouvent des résultats un peu satisfaisants. Il n'y a que 23 patients dans cette étude, mais ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a de plus en plus de rechutes, d'anomalies dans les données avant une rechute en schizophrénie. Il y a des senseurs qui sont en train d'arriver incroyables, invisibles. Donc là, par exemple, c'est l'équipe à Caltech qui mesure par exemple en permanence avec des patchs, vous voyez par exemple un patch nicotine, mais en fait il serait branché en Bluetooth en permanence pour mesurer votre taux de cortisol avec votre sueur. Donc ça pourrait être incroyable par exemple pour la mesure de suivi des médicaments. Et cette première vague qui a défini des modèles de machine learning, il y a eu plein de succès notamment en France, en Europe, mais il y en a plein aux US, mais ça c'est peut-être des boîtes que vous connaissez, qui ont développé des dispositifs médicaux sur ce principe-là. On a un problème clinique, on collecte des données, on construit un algo de machine learning, et on le distribue comme ça avec des dispositifs médicaux de classe 1, 2 ou 3 pour des pathologies données. Sauf que ça, c'est un problème, c'est trop long, alors que les modèles marchent de mieux en mieux et
Maintenant, il y a vraiment un autre paradigme qui est en train d'arriver en médecine, et notamment même dans tous les domaines en machine learning. Si par exemple je veux développer un outil d'analyse des tumeurs, il faut que je collecte en parallèle plein d'IRM de cerveau, et de l'autre côté, il y a un médecin qui me dit tumeur, pas tumeur. Okay, et ça coûte cher. C'est super inflexible, et c'est hyper rébarbatif à faire si on devrait le faire toute la journée. Et surtout qu'à la fin, on obtient un modèle que pour cette tâche. Okay, on n'a qu'un modèle. Alors que quand on rentre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de cas cliniques potentiels, et on aimerait avoir un modèle qui fait tout. Et surtout, si on devait tout faire en neurologie psychiatrie, c'est qu'il y a plein de symptômes. Ok, je reviens à ça. Il y a plein de symptômes à mesurer. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des essais cliniques où je collecte à chaque fois en parallèle tous ces symptômes et tous les capteurs, tous les modèles, enfin toutes les datas qui m'intéressent pour capturer tout ça. Et ça, c'est un problème. Ça coûte trop cher, c'est trop long. Parce qu'en plus, l'effet de chacun de ces symptômes ne va pas forcément générer les mêmes choses mesurables. Ouais, et ils interagissent entre eux. Voilà. Donc là, l'hypothèse maintenant qu'on a, et ce qu'on construit chez Calliope, c'est un modèle qui va permettre de répondre à tout ça en même temps. Et c'est un nouveau paradigme. Et je vais essayer d'articuler un peu pourquoi je pense que c'est un nouveau paradigme. C'est les modèles fondation. Ça change vraiment des modèles d'avant. Pour regarder ce papier de Google qui s'appelle Gâteau, le même modèle avec les mêmes poids, donc le même système, est capable de répondre à toutes ces tâches en même temps. Il est capable de converser dans un chat, il est capable de décrire une image, contrôler un rapport robotique virtuel, un bras robotique naturel, un vrai robot. Il est capable de répondre à jouer à Atari, à tous les jeux Atari en même temps. Donc le même système, c'est tout faire. Et surtout, il y a un peu ce qu'on est en train d'observer lorsqu'on passe à l'échelle, même si cette slide est un peu controversée, c'est pas encore admis, mais qu'il y a l'émergence de capacités dans les modèles lorsqu'on passe à l'échelle. C'est-à-dire si on a assez de données et si on a assez, le modèle assez grand, il y a l'émergence de capacités dans le modèle. Bah, ça dépend à qui. Ça dépend qui. Voilà. La réponse c'est pour quelle tâche. En fait, ça dépend de la tâche. Par exemple, pour les tâches de langage, Internet a été une super source d'information et donc c'est pour ça qu'on peut, genre tout ce qu'il y a derrière tous les modèles de chat, ça a été plus facile de construire des modèles fondation, par exemple pour parler, converser et comprendre des images. C'est que les données sont hyper disponibles, plutôt gratuitement, en ligne. Donc ça a été une formidable source de données et c'est en train d'arriver en médecine. Des gens consolident des données exactement dans chacune des aires thérapeutiques pour construire ces modèles fondations et répondre à tous ces objectifs cliniques. Donc il y a plein d'articles en ophtalmologie qui arrivent, en histopathologie. Et en fait, il y a même des gens qui disent non, il faut arrêter d'être spécialiste, il faut prendre toutes les données médicales de l'hôpital, tout décloisonner, et construire un seul modèle pour toutes les aires thérapeutiques. Alors, on ne peut pas palper, exactement, mais il y a quand même un médium qui est des psychiatres, qui est de parler. Et c'est l'hypothèse principale de Calliope, c'est que tout passe par la voix et le langage pour capturer la dépression. Les psychiatres arrivent à le faire et ils sont très bons. Et ils n'ont accès qu'à la vue de la personne et à la voix. Les psychiatres, ils n'ont pas d'autres. Tu vas en consulte chez un psychologue ou un psychiatre, il se passe que ça. On s'assoit, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe avec ta famille, est-ce que tu es en souffrance. C'est des questions comme ça qui arrivent. Et la personne parle d'elle, de sa vue du monde, de sa vue de ses proches. Elle parle d'elle ou de tout ce qui lui arrive. Et c'est ce ressenti qui permet au psychiatre de dire ça. Et c'est un peu l'hypothèse principale qu'on a chez Calliope, c'est que le voix et le langage permet de capturer ça. Et la dépression, je pense qu'il y a on a plein de conceptions grand public de ce que c'est, mais c'est une vraie maladie mesurable. Enfin, en France, il y a beaucoup de psychanalyse encore, où ce serait une maladie protéiforme qui n'a pas de régularité. Ça reste une vraie maladie, une vraie souffrance qui est rapportée par les patients. Les médicaments sont montrés scientifiquement qu'ils fonctionnent, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais il y a des choses qui sont mesurables. L'activité du cerveau pendant le sommeil, par exemple, ça a été montré qu'il y a des choses mesurables explicitement pour les personnes en état dépressif. Voilà, tu as quelques éléments comme ça, mais qui sont très intrusifs et tu ne peux pas faire passer ça à tous les Français. Tu ne peux pas leur dire, ok, toutes les nuits, vous allez mettre un casque avec des capteurs partout, on va vérifier si vous n'êtes pas dépressif. Mais il y a des choses, factuellement, on peut le mesurer chimiquement. Ça change la chimie du cerveau. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup de mesures, parce que tu vois bien la difficulté, mais on a pu faire suffisamment de mesures pour mesurer que la dépression change la chimie du cerveau. D'où le fait que les traitements
les traitements médicamenteux ont un effet parce qu'ils essayent de restaurer ça. Ah, mais c'est dur. Bah, en fait, déjà, ouais, complètement. Déjà, il y a, même entre nous, chez nos proches, on a du mal à capter qu'un proche fait une dépression. Après, c'est la maladie la plus répandue, mais donc c'est pour ça. Enfin, mais il y a une personne sur 5 en Europe qui fait un épisode dépressif anxieux dans l'année. Hein. Enfin, c'est énorme. C'est un chiffre énorme. Et les gens qui sont récurrents, c'est une personne sur 10, une personne sur 8. C'est énorme. Et donc. Et après, il y a aussi le fait que derrière la dépression, il y a la définition médicale de la dépression et puis qui ne correspond peut-être pas à l'usage du mot qu'on a dans la langue courante. Ouais, c'est des fois c'est tu fais une petite dépression, c'est autre chose qu'une dépression, un épisode dépressif caractérisé qui fait vraiment mal. Enfin, il y a une souffrance, genre qui fait mal. Genre vraiment, c'est ce que racontent les gens qui font des épisodes dépressifs, ou dépression en boucle, ils veulent sortir de là vraiment. Il y a une vraie douleur rapportée où il y a et il y a aussi, ça s'exprime très différemment chez les hommes et les femmes. La dépression, les hommes ne se plaignent pas alors qu'ils font autant de dépression. Il y a un truc de fierté et de masculinité qui est très peu rapporté. Aller chez le psy, on a l'impression que c'est une catastrophe alors que on devrait tous y aller, quoi. Mais il y a plein de podcasts sur France Inter où des psychiatres parlent, si vous voulez, dépression, pour raconter la dépression. Il s'appelle Hugo Bopp, il raconte très bien la dépression. Hugo Botman. Et après, il y en a un autre sur la dépression masculine, comment elle s'exprime, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour donner plus de détails. Moi, je suis pas psychiatre, je raconte un peu ce que je sais, mais du coup, nous, l'hypothèse, c'est qu'on peut mesurer, on va construire un modèle fondation sur la voix et le langage des gens et leurs données passives. Voilà, ça fait très bien la transition. Donc, pourquoi il n'y a pas de modèle fondation en psychiatrie? C'est qu'il n'y a pas assez de données diverses et disponibles en psychiatrie. Les patients sont complexes et les modèles fondation, c'est très récent aussi. Enfin, je veux dire, ça a moins de 5 ans. Et donc, il faut des gens qui sont capables de comprendre la psychiatrie et comprendre l'ingénierie derrière. Donc, nous, notre vision long terme, c'est le patient, il donne des données, on a son contexte médical, son sommeil, son activité physique. On construit un modèle fondation qui est capable de parler. Et vraiment, un modèle fondation, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est capable de comprendre plusieurs modalités et sur lesquelles on peut définir. Moi, je pense que la définition, en tout cas, la définition à laquelle je donne, c'est peut comprendre plusieurs modalités dans le temps pour une personne et surtout, il y a une interaction qui est possible avec ce modèle, il y a du langage qui est impliqué. C'est-à-dire, je peux définir les tâches que je lui donne à ce modèle. Donc, par exemple, quand vous donnez une tâche à ChatGPT, elle est nouvelle, genre jamais personne lui a demandé. Donc, par exemple, vas-y, résume-moi ce mail, tous ces mails que j'ai reçus de cette personne, il a jamais vu ça. Donc, vous pouvez définir les tâches, les nouvelles tâches à la volée. C'est ça vraiment un modèle fondation. Donc voilà comment ça se passe. On commence pour l'instant de faire un sort de copilote, un peu comme, je sais pas si c'est GitHub Copilot, mais on le fait pour les psychiatres, où on les aide dans leur vie de tous les jours. Et pour le revenu des patients, par exemple, on mesure les symptômes, la réponse au traitement, et on rentre dans la dispositif médical grâce à notre modèle fondation qui est capable de répondre à tout ça en même temps. Comment ça se passe pour les patients? Ils font des vocaux, donc comme dans WhatsApp en gros, où on peut les appeler. Donc il y a une technologie derrière WhatsApp pour passer des appels, ça s'appelle WebRTC, je sais pas si vous avez déjà l'habitude, mais on peut passer des coups de fil via Internet. Et le but, comme ça, on peut construire des serveurs derrière où on peut capturer la voix à ce moment-là, et s'ils donnent leur accord pour enregistrer la voix à ces moments-là. On construit de la donnée en psychiatrie. On a 7 essais cliniques en cours sur 24 sites en France. On a plus de 1000 patients diagnostiqués, 2000 contrôles. Et on a acquis un certain nombre de bases de données pour construire ce modèle. On essaie de passer à l'échelle. Donc ça, c'est que la population clinique. On a évidemment plein de données de voix et de langage, mais pas de patients, donc de la population générale. On a des premiers papiers qui sont sortis. Avec un de ces premiers modèles, on détecte dans la population générale, donc comme vous et moi, les gens qui sont en troubles anxio-dépressifs légers. Okay, donc là, en fait, on a demandé à 800 personnes de nous dire s'ils se sentaient un peu déprimés, anxieux, fatigués ou ils dormaient mal. Et ça, c'est les courbes d'air sous la courbe de détection. Et ce qu'on voit, c'est que notamment, ça marche plutôt bien pour la dépression. Il y a un peu de problème pour la fatigue, mais ça marche plutôt bien pour l'insomnie. Et dès qu'on a accès à des bases de données cliniques, ça marche beaucoup mieux. C'est ce qu'on voit là. Par exemple, en italien et chinois, des bases de données qu'on a eues, ça marche très bien. On a des airs sous la courbe au-dessus de 0,90. C'est plus dur dans la population générale parce que les signes sont plus faibles. C'est comme ça qu'on l'a expliqué.
Et notre même modèle, un de nos modèles, il y a eu un challenge dans une des conférences de traitement de la parole. Si ça vous intéresse, le papier va sortir sur la détection du risque suicidaire chez les adolescents, où il y avait un classement de la performance. On a fini 2e sur 188. Merci de votre attention. Voilà. Une première question, c'est quoi le prochain challenge ou le prochaine maladie ou projet En ce moment, nos essais cliniques sont principalement en schizophrénie, bipolarité et dépression. Et le but, c'est publier autour de ces données. Voilà. On reste quand même en psychiatrie, même si on acquiert des bases de données en neurologie pour augmenter la performance de notre modèle. L'objectif là, c'est on va finir nos premiers essais cliniques, avoir des premiers bons résultats sur ça et publier et aller vers le dispositif médical. Voilà, avec ces données. Ok, ça c'est un truc stratégique. La psychiatrie et la neurologie sont très différentes. Quand on vous diagnostique avec Alzheimer, il n'y a aucune cure possible. Ça va juste décliner, c'est parti. En psychiatrie, même Parkinson, il y a des traitements, mais ça va continuer à décliner. Huntington, pareil. Maladie de Charcot. Donc en neurologie, il y a très peu de traitements qui fonctionnent très bien. En psychiatrie, il y a des traitements. En dépression, il y a plein d'antidépresseurs. En schizophrénie, il y a les antipsychotiques, ça s'appelle. Et en bipolarité, c'est les thymorégulateurs. Ça s'appelle les. Je sais pas si vous êtes. À quel point vous êtes. La bipolarité, c'est un peu la dépression. Il y a des phases dépressives et en fait, il y a des phases de up. Ça s'appelle la manie. Je sais pas si voilà. La manie, ça va être. Les gens aiment bien décrire ça dans la vie par l'inverse de la dépression, mais qui mettent en danger la personne. Donc c'est une personne qui va, par exemple, avoir une hypersexualité pendant 3 jours, pas dormir de la semaine, être complètement incohérent, avoir des idées de grandeur dangereuses pour elle, et à la fin, quand les épisodes maniaques se terminent, il y a souvent des grosses crises suicidaires qui peuvent arriver, et les thymorégulateurs permettent d'atténuer les phases dépressives et maniaques. Et donc du coup, il y a plein de traitements. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de traitements qui permettent d'aider en psychiatrie, et du coup, si on mesure bien, on peut intervenir. Donc ça veut dire qu'on peut aider dans le traitement, alors qu'en neurologie, peut-être plutôt dans les essais cliniques actuellement, pour accélérer et garantir un prix inférieur dans les essais cliniques. Et donc du coup, tu as 8 clients, qui sont les 8 pharma qui font de la recherche là-dedans. Et tu veux pas être dépendant de 8 clients qui te disent, qui te tordent le cou à chaque contrat. Et donc on démarre par là, et en fait on acquiert de la donnée aussi en neurologie pour ça. C'est stratégique. Après on veut aller partout en maladie du cerveau. Hein. Ça dépend chaque pathologie. Il y a les deux. Il y a des gens. Si on regarde ça dépend. C'est hyper variable. Il y a des sous-types même dans certaines maladies. Par exemple, il y a des gens, on a identifié certains gènes qui quadruplent le risque de Parkinson. Mais Parkinson, il n'y a que même pas 20% de la génétique qui prédit la transformation d'un Parkinson. Ça dépend vraiment des maladies, c'est cas par cas. Schizophrénie, oui. Par exemple, on trouve qu'il y a des terreaux génétiques très similaires entre les 3 grandes maladies de la psychiatrie, qui sont la bipolarité, dépression chronique et schizophrénie. Mais ça explique pas du tout pourquoi elles se déclenchent. Le problème aussi avec ça, c'est que des fois, il y a des événements dans l'enfance qui déclenchent ces maladies, mais en fait, on se rend compte aussi que ces maladies déclenchent beaucoup plus de violences perpétrées vers nous. En fait, comme on a des comportements bizarres, les gens savent pas trop bien gérer. Et du coup, par exemple, on sait que les gens qui sont en psychiatrie, on a beaucoup de préjugés sur le fait qu'ils sont violents, et c'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse. Les gens sont plus violents avec eux et ont plus de problèmes qui leur sont perpétrés. Et donc, du coup, on sait pas quel est l'œuf ou la poule. Si c'est la maladie qui a déclenché ces violences vers eux et qui, du coup, a accéléré la maladie. Bref. Voilà. Donc, c'est compliqué, la chaîne causale qui provoque ces maladies. Non. On sait même pas si on va y aller. Parce que c'est même pas en pratique courante des fois. Enfin, c'est même pas en pratique courante. Genre, les gens regardent, essaient de construire des bases de données pour la recherche. C'est pas un truc que tu fais. Et surtout que ça évolue pas trop. Enfin, il y a des évolutions de l'expression génétique. Mais il faudrait le faire à chaque fois. En fait, pour le diagnostic, pourquoi pas, mais nous, on va pas dans le diagnostic. Moi, je dirais, nous, on va très peu faire de lui, il a une schizophrénie versus une bipolarité. Ça, on va très peu le faire. Nous, on va faire un thermomètre. Vraiment, genre, là, cette personne qui a une bipolarité, elle est dans une phase maniaque, phase dépressive, mais pas dire, lui, il a une bipolarité. La génétique, je pense, servira plus dans le diagnostic. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens complètement contre. Genre, il y a plein de préjugés, l'IA, télésanté. C'est horrible. Genre, pour eux, certains, c'est le mal absolu.
Oui, 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 il y a plein de problèmes, ouais, il y a plein de rejets. Et chez les patients, bah, tu vois, il y a même un symptôme dans la schizophrénie, c'est la paranoïa. Tu vois, c'est même un symptôme, la paranoïa, ils se croient écoutés. Du coup, par exemple, si on va en consulte en schizophrénie, les gens, et du coup, là, on va vraiment les écouter. Enfin, tu vois, on va vraiment. Donc, du coup, il faut vraiment bien dialoguer. Et donc, il y a des psychiatres qui sont vraiment qui disent on a besoin d'aide, on a besoin de plus d'outils. Moi, j'ai pas envie de faire ça, qui adhèrent tout de suite et qui comprennent pourquoi on fait ça. Et t'en as d'autres qui sont en plein rejet. Et après, on fait du dialogue, on explique. Puis il y a des gens qui n'utiliseront jamais. Enfin, je veux dire, la branche psychanalytique, ne voudront jamais faire ça. Ouais, c'est ça. On collecte plein de données de population générale, de gens qui vont bien, pour voir la déviance. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est une très bonne remarque parce qu'en fait, du coup, c'est pour ça qu'il nous faut absolument des données longitudinales et pas que d'un instant pour une personne. Il faut qu'on ait des données répétées de la même personne dans le temps pour voir l'anomalie chez la même personne. Exactement. Ouais, du coup, il faut vraiment ça. Ouais. Et, il y a plein d'applis, je sais pas, notamment aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT comme leur psychiatre, quoi. Non, mais tout le monde, ça, c'est la folie. Genre, tout le monde, il y a plein, même des patients en France, partout, c'est pas, qui parlent à ChatGPT pour faire leur thérapie cognitive comportementale. Il y a des gens qui commencent à l'évaluer. Il y a un papier qui est sorti dans, je sais plus dans quel journal, qui évalue la capacité d'un modèle de langage pour faire une thérapie. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas. Je sais pas. Après, ça dépend du prompt. En fait, ça dépend du prompt que tu mets au début. Maintenant, tu te comportes comme un psychologue ou un psychiatre. Tu vas me faire une thérapie cognitive. Enfin, mais ça dépend de ce que tu lui demandes. Je pense qu'il est capable de le faire un peu. Mais les trucs de bien-être, si, mais il y en a plein qui s'évaluent pas scientifiquement. Faut faire un peu gaffe. Il y a un peu le nombre d'applis de bien-être est complètement délirante. Pas du tout évalué. Faut faire vraiment gaffe. Les gens qui vous promettent d'aller mieux d'une dépression, de la schizophrénie, il y en a tellement et ça marche pas quoi. Faut vraiment faire attention que les gens travaillent des psychiatres. Si vous avez des proches, ouais, il faut leur dire va voir un psychologue ou un psychiatre. Quoi. Ou peut-être il y a des applis qui sont validées, mais ah, mais c'est ça qu'on mesure là. Mais c'est genre très long à faire. Euh, ouais, là, on a plein de questionnaires qu'on fait passer validés. Il y en a plein des validés qui sont pas parfaits parce que tu as toujours le problème d'introspection. Des fois, tu sais pas exactement ce que tu as. Et du coup, c'est ce qu'on fait. On a fait plein de questionnaires aux gens là euh, pour faire ça. Mais même maintenant dans Apple, il y a les questionnaires de dépression, d'anxiété. Je sais pas si vous avez un iPhone, ils sont disponibles. On peut les faire quand on veut. Euh, ouais. Et, réussi. Ça Qu'il y a du bruit dans tes mesures, etc. Mécaniquement, bah, tu peux pas aller à 100%. bah, ça dépend. Ça, en fait, pour mesurer la qualité d'une mesure, ce qu'on fait, c'est on fait la mesure 2 fois d'affilée ou 2 personnes qui la font. Et ça dépend de la mesure. Ça dépend de la mesure. Il y a des mesures de neurologues, par exemple 2 neurologues ou 2 psychiatres qui font la même mesure et il y a à peu près 80% d'accuracy ou 90%. Donc tu peux pas dépasser ça. C'est tout le signal que tu as là. Donc c'est ça la limite. Enfin, en tout cas, nous, on claimera jamais. Enfin, quand on s'est entraîné là-dessus, tu pourras pas dire comme c'est ton outil de mesure de le gold standard, tu peux pas dire je fais ça mieux que. En fait, le seul moment où tu pourras dire que tu es mieux que ces mesures, c'est quand tu pourras prédire la rechute ou l'effet d'un antidépresseur. C'est que là où tu pourras dire en fait ma mesure elle est meilleure. Elle a appris un meilleur truc. Mais pas sur le. Là, ça reste des questionnaires soit des patients, comme elle disait, ou de psychiatres. Et donc, du coup, on peut pas dépasser cet inter-annotateur agreement. Prédire des facteurs de risque. C'est quoi, pardon? Bah, prédire le risque génétique, alors ça veut dire partout, mais ou prédire l'environnement. Ouais, tu peux faire ça, ouais, mais du coup, faut que c'est une utilité clinique, oui, oui. Ouais. Oui, mais c'est une preuve plutôt que. Quoi. Ouais. Parce que c'est ce qui se passe normalement. Les IA finissent par devenir meilleurs que les humains à certaines tâches et à dépasser le. Bah, ça dépend ton gold standard. Enfin, ouais. Ça dépend. S'il y a des gold standards, enfin, tu peux même pas dire que c'est meilleur parce qu'à la fin, t'as même pas de façon de le mesurer. Enfin, Il faut aussi faire. Les mesures, tu peux améliorer un peu leur qualité en mettant beaucoup d'argent, en mettant 10 personnes qui notent les mêmes trucs, oui, oui, oui. Bah oui, oui. en faisant des tests sanguins hyper chers. Tu les fais pas en masse, quoi, mais